Bonjour, je m'appelle Théo Quintin, je suis rédacteur pour Bibasket et nous allons débattre avec trois autres membres de l'équipe Bibasket en compagnie de Gabriel Planteljouve, Ouais, salut les gars. Boris Delagne Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. et Vincent Daïron. Salut les gars, salut tout le monde. Donc pour commencer cette petite série de vidéos, on s'est intéressé au MVP de la Jeep Elite. Donc voilà, la saison n'est pas terminé la Ligue nationale le 15 avril dernier que du coup la saison 2019-2020 était suspendue et du coup voilà, on vous a demandé quels seraient vos MVP. Donc on a arrêté les votes et on a un trio qui se dégage largement. On a Chris Horton à l'intérieur de Cholet Basket, suivi de Axel Julien et de David Holston. Donc, peut-être pour commencer, donner la parole au rédacteur en chef, Gabriel Panteljouve. Donc, Gabriel, Chris Horton, désigné MVP de la saison de Jeep Elite par les lecteurs de Bibasket, c'est un choix qui te semble logique pour toi? Alors oui, dans la mesure où il est quand même largement devant l'évaluation. On sait que l'évaluation, souvent, ça favorise les joueurs intérieurs, évidemment. Maintenant, un joueur qui a 23,6 d'évaluation, c'est très très rare. Voilà, c'est forcément aussi ce qui est fait dans sa faveur, bah, c'est la saison de Cholet. Hein. Cholet est sixième, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait plus vu dans les premières équipes du championnat. Donc, il y a son efficacité, sa régularité, évidemment le bon bilan de Cholet qui, je pense, aurait été très certainement qualifié pour les playoffs pour la première fois depuis 8 ans, serait qualifié pour une Coupe d'Europe. Voilà. Personnellement, ça ne serait pas foncièrement mon choix parce que je pense que le MVP doit quand même être plutôt dans les équipes du tout haut du classement. Voilà. Ensuite, il y a le fait que les intérieurs, comme je l'ai dit, ils ont des statistiques qui sont parfois plus faciles, on va dire, à réaliser. C'est plutôt l'évaluation qui les favorise. Donc, moi, j'aurais pu se pencher pour Axel Julien. Mais maintenant, c'est un choix que je comprends. Et puis, la communauté de Cholet reste active. Donc, c'est logique qu'elle vote en masse pour Chris Horton. Boris et Vincent, est-ce que l'un de vous deux aurait voté Chris Horton pour le titre de MVP de Jeep Elite? Moi, c'était mon choix. Je dois l'avouer un petit peu par défaut, parce que contrairement à certaines saisons, j'ai eu du mal à voir un joueur se dégager de manière écrasante. Il n'y avait pas d'évidence, à mon sens. Et donc, effectivement, entre le duo Dijonais et Chris Horton, il y avait débat. Et donc, j'ai favorisé personnellement Horton. Un, pour ses chiffres qui sont quand même nettement supérieurs aux autres, et deux, par son impact et son apport sur une équipe de Cholet qui, depuis quelques saisons, était très morose et se battait plutôt pour le maintien et qui cette année, on en parlera aussi dans d'autres catégories, a un vrai regain de forme. Et donc, il est avec Stockton notamment un des artisans principaux de cette belle saison choltaise. Donc pour moi, ça aurait été mon MVP, mais j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mais malgré tout, à la fin, c'est lui, je pense, qui ressort. D'accord. Par exemple, voilà, les deux suivants, c'est Axel Julien et David Holston. Vincent, est-ce que pour toi, un de ces deux, voilà, deux Dijonais qui sont très performants au sein de la meilleure équipe du championnat, est-ce que pour toi, ils auraient plus mérité que par exemple un Chris Horton? Moi, je rejoins un peu ce que disait Gabriel. Déjà, parce qu'il faut toujours être d'accord avec le boss. Non, et ensuite, plus sérieusement, parce que ouais, pour moi, c'est Axel Julien. Parce que je pense que ça doit être quelqu'un d'une des meilleures équipes. Voilà, je pense que souvent, on a l'habitude, et c'est un peu le même débat sur la NBA. Voilà, est-ce qu'un joueur qui va faire beaucoup de chiffres dans une équipe un petit peu plus basse mérite plus qu'un des très bons joueurs, peut-être un peu moins utilisés, par exemple, du haut de tableau? Moi, je suis plutôt de cet avis-là. C'est pour ça que je mets Axel Julien en MVP. J'avais pensé, Chris Horton, pour moi, il vient en 3. Dans mon petit trio que je me suis mis, il vient en 3 parce que c'est surtout pour moi, un pivot dominant, mais il fait beaucoup de chiffres. Mais comme le disait Gabriel, sur un poste extérieur, évidemment, en termes d'évaluation, c'est toujours un petit peu moins parlant.
On peut aussi parler de temps de jeu, hein. Il joue quand même beaucoup par rapport à Axel Julien, et donc ça favorise aussi une grosse évaluation. Et surtout, Axel Julien, il est dans l'équipe qui est première égalité avec la l'ASVEL et Monaco. Donc pour moi, c'est Axel Julien. Mhm. Mais Ouais, et puis voilà, Axel Julien, il faut quand même, excuse-moi, j'ajoute une chose. vas-y, Axel Julien, il est titulaire que sur un cas sur deux. Il a été 13 fois titulaire sur 25. C'est aussi on n'aurait peut-être pas eu le même résultat si on n'avait pas mis David Holston dans les propositions. Ça en était tenu à un joueur par équipe. Bon, pour Cholet, on a vu qu'on avait mis Michael Stockton aussi, qui a fait une très belle saison. Euh, voilà. Donc, euh, il y a toujours l'influence, on va dire, des années précédentes quand on fait des sondages par rapport au titre de MVP. David Wilson a fait une excellente saison, donc les gens, mais des fois, associent pas forcément le fait qu'on parle uniquement de cette saison, qu'on ne parle pas forcément non plus du meilleur joueur, mais celui qui a fait la meilleure saison. Donc, c'est pas toujours évident à savoir exactement sur quoi on vote. Voilà, sachant qu'en plus, David Holston, ben, il reste sur une Leaders Cup où il a fait sensation, on va dire, à chaque fois dans le Money Time avec des énormes tirs, et que ça reste dans notre esprit puisque c'était juste avant la suspension. Ouais, en plus, et je la venais Leaders sur la Cup. Leaders Cup. Pardon, Théo, la Leaders Cup, là, elle reste le seul trophée qui a été attribué cette année. Et pour moi, ça doit compter. Je reviens que pour moi, ça va être un des meilleurs joueurs des meilleures équipes. Au final, le seul trophée où il y avait les 8 meilleures équipes de la phase aller, c'est-à-dire quand tout le monde a rencontré tout le monde, donc presque au moment de la saison, en fait, où, peut-être plus juste en termes de classement, par exemple, qu'à la 25e journée. Dijon a gagné. Et voilà, pour moi, ça reste aussi important de récompenser une équipe qui a gagné le seul trophée pour l'instant qui a été attribué. Après, voilà, on parle de Dijon, mais voilà, Dijon, ça joue aussi une Coupe d'Europe, ça a joué la Leaders Cup, comme Cholet, même si Cholet est sorti dès les quarts de finale. Et surtout, l'avantage qu'ont Axel Julien et David Holston, c'est qu'ils sont plus souvent télévisés, donc on les voit plus. Est-ce que ça aussi, ça joue pour vous? Le fait qu'on les voit plus que, par exemple, Chris Horton, Cholet, ils n'ont pas été beaucoup télévisés, donc forcément, on les voit moins. Donc, ça aussi, c'est quelque chose pour le grand public qui peut compter au final. Non. C'est des visages qui sont aujourd'hui reconnus. Hein. Il y a une influence de David Holston sur cette Leaders Cup. Alors David Holston, il est légitime encore pour être candidat, mais il n'a pas fait une saison je parle strictement en GP Elite. Il n'a pas fait une saison aussi bonne que la saison passée. Aussi parce qu'il y a des joueurs qui ont step up à Dijon. Je pense à Rachid Soliman qui est presque finalement le MVP depuis le mois de décembre à Dijon. Chez Richard Solomon au poste 5, Alexandre c'est plus que juste la paire à Julien Holston. Voilà, et puis après, effectivement, on les voit depuis plusieurs années. Tout le monde est séduit par le niveau de jeu de Dijon, la manière dont ils jouent. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, par exemple, dans ce sondage, on n'a pas trop de votes en faveur des joueurs monégasques parce que forcément, il y a une communauté moindre. Mais je pense que Norris Cole, par exemple, si on avait encore joué 9 journées, aurait vraiment eu beaucoup de cartes à jouer pour le titre de MVP. Justement, j'enchaîne sur Norris Cole. Je l'aurais mis à la place d'Axel Julien s'il avait joué un peu plus de matchs. Il a joué que 17 matchs. Évidemment, il arrive en cours de saison. Il a clairement le profil MVP. C'est une énorme star, un double champion NBA en plus. Mais voilà, je pense que 17 matchs, pour moi, c'est pénalisant de récompenser un joueur qui a joué vraiment quand même quasiment un quart des matchs en moins qu'Axel Julien, par exemple. Voilà, ça m'embêtait, moi, de le récompenser par rapport à ça. Et du coup, je mettrais presque même en 2 Bost devant Norris Cole pour ce problème de nombre de matchs joués. On pourrait aussi évoquer un autre joueur d'Orléans, Miralem Halilovic, qui s'est très bien adapté en passant de la Pro B à la Jeep Elite. Donc pour vous, c'est pas un candidat légitime au titre de MVP de Jeep Elite, Boris? Si, je pense que c'est un candidat qui était vraiment légitime d'un point de vue individuel, hein. On en a discuté. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Je l'ai vu jouer notamment en live quand il a été à Boulazac, où il a fait un match assez énorme avec une trentaine de 45 points, de ouais, et 29 ou 30 points rien qu'en première mi-temps. C'est un joueur que je trouve vraiment très impressionnant, qui a gardé le même impact en montant d'un échelon. Après, il a le souci que vous mettiez en avant pour Chris Horton, à la différence que Chris Horton était dans une équipe qui n'était pas tout en haut de la Jeep Elite, mais malgré tout 6e, playoffable,
avec une belle dynamique. Miralem Jelilovic, il est dans une équipe d'Orléans qui était plutôt sur un objectif maintien, avec une dynamique un peu plus intéressante sur la deuxième partie de saison, mais malgré tout, une équipe plutôt de deuxième partie de tableau. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas décerner le titre de MVP, à mon sens, à un joueur qui joue dans une équipe classée de manière très moyenne. En revanche, pour le coup, là où il a un vrai statut de leader, c'est qu'avec Jefferson, pour avoir vu jouer Orléans plusieurs fois, ils tiennent l'équipe à deux d'une manière assez impressionnante. Et c'est clairement le leader de son équipe et il la tient sur ses épaules. Donc, je pense que si Orléans avait été playoffable, avait été top 7, top 8, le débat aurait été différent. Aujourd'hui, c'était un peu court. Donc, Donc, on avait eu un moment le débat, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, de est-ce qu'il faut sacrer ou pas Zach Peacock qui était pas playoffable, mais il était quand même à la limite des playoffs. C'est vrai que là, Lilovic, Ouais. il est carrément à la limite de la relégation. C'est quand même un niveau différent, quoi. Et toute la saison, Bourg avait été dans le top 8. C'est un peu ça qu'il y a avec Cholet. C'est-à-dire que il y a le top 8, mais il y a même le top 6. Il y a 6 équipes qui, depuis le début de la saison, sont vraiment sur ces 6 places. Voilà, donc Horton, il a toujours été là. On a vu que quand il a été blessé, il y a eu un impact évidemment négatif pour Cholet. Maintenant, juste pour revenir, un joueur comme Alilovic, on va plus le voir dans le jeu continuellement et il noircit les stats. Horton, c'est vraiment un parfait joueur en bout de chaîne, hein, sur pick and roll, le drive and kick, qui se cache bien une ligne de fond, il est athlétique, il se présente, il est toujours présent. Mais des fois, on voit un match de Cholet et on ne va pas dire que l'influence de Horton est limitée parce que ça serait complètement faux, mais il reste discret. Voilà, on va peut-être plus voir Ndoye, on va peut-être plus voir Stockton. Et en bout de chaîne, on a Horton en finisseur qui va toujours prendre des rebonds, qui va toujours défendre, qui va toujours mettre des contres, qui va dissuader. Mais c'est pas un faiseur de jeu, quoi. C'est vraiment dans ce rôle de finisseur. Donc c'est des fois difficile de décerner aussi un titre de MVP. Parce que c'est là que c'est difficile de prendre les statistiques. Quand on prend Norris Cole, l'influence qu'il a sur le jeu, on peut regarder le match contre l'Asvel, par exemple, c'est énorme. Mais il a 12 d'évaluation. Ça serait bizarre d'avoir un MVP à 12 d'évaluation. Mais bon, Monaco, l'Asvel, ce sont des équipes où les tâches sont vraiment, on va dire, il y a tellement de talent que ben, forcément les statistiques sont diluées. Pour revenir sur Horton, c'est vrai que c'est quand même cadeau de recevoir les caviars à tout va de Stockton, quoi. Et voilà, parce qu'Horton, c'est quand même le monsieur statistique de la Jeep Elite. C'est 17,2 points, 9 rebonds, 1,7 contre pour 23,6 d'évaluation. Donc, c'est vraiment des chiffres stratosphériques. Et comme tu le disais, Gabriel, au final, parfois, il fait beaucoup de chiffres, mais des fois, on a l'impression qu'on ne l'a pas forcément trop vu. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu trompeur au final de tels chiffres, de telles statistiques. Il ne faut pas se fier que aux stats au final pour attribuer un titre de MVP de Jeep Elite. C'est important ça pour toi, Gabriel? Oui, après voilà, ça fait plusieurs saisons qu'on n'a pas forcément un joueur qui se détache énormément. On parlait de Peacock il y a 2 ans. Peacock avait les statistiques comme ça. Moi, personnellement, je n'avais pas voté pour Peacock dans le sens où il n'était pas dans le top 8 et ça me paraissait insensé d'avoir un MVP qui était hors du top 8. Ce n'est pas une première dans l'histoire de ce titre réunifié, on va dire. Il y avait Devin Booker aussi qui, lui, était à Chalon. Alors, ils avaient fait, était dans le top 8, mais c'est pareil. C'était un peu comme Horton. Ils étaient en 6e, je crois, quand il a été MVP. C'est difficile. Et par exemple, on parle de statistiques, c'est vrai qu'on nous a beaucoup cité dans les commentaires David Laïti parce que d'une part, il est connu, je pense qu'on en reparlera, mais parce que forcément, un joueur de l'Asvel aussi aurait pu être placé là. Sauf que on voit comment ça se passe. L'Asvel, ils ont été au-dessus pendant 15 ou 16 matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des rotations. Quand le match était plié, les cadres, ils jouent quasiment plus ou pas beaucoup, en tout cas. Et puis, ça tourne. Et puis, surtout, ils sont 12. Donc, des fois, tu joues 15-16 minutes, tu mets 7 ou 8 points. Il faut regarder l'efficacité sur ça. Mais comment dire que ça vient de qu'un joueur, trouver l'influence de qu'un seul joueur. Voilà. David Laïti, c'est évidemment un des meilleurs joueurs du championnat. Mais sur la saison, c'est impossible de mettre un joueur de l'Asvel quasiment. Et puis effectivement, pour en revenir sur l'IT, alors personnellement, c'est mon joueur préféré de Jeep Elite. C'est impossible de décerner un titre de MVP à un joueur qui tourne à 8 points de moyenne. Aujourd'hui, les stats ne font pas tout. Il faut quand même justifier
d'une certaine production. Et la sienne, même si son influence sur le jeu, etc., des deux côtés du terrain, pour le coup, est hyper importante, sa production statistique reste trop faible. Et sur l'Asvel, comme le disait Gabriel, il y a ce problème de dilution des talents, des minutes et potentiellement des statistiques. Il y a aussi un truc à garder en tête, c'est de ne pas tout mélanger au niveau de l'Asvel entre l'impression visuelle et les souvenirs qu'on a entre ce qui se passe en Euroleague et ce qui se passe en Jeep Elite. Moi, par exemple, j'ai plus vu jouer l'Asvel cette année en Euroleague qu'en Jeep Elite. Et donc, il y a aussi ce truc-là qui peut un peu fausser les débats et les réflexions. Parce que certains joueurs qu'on voit super performants sur des matchs d'Euroleague sont parfois un peu plus discrets en Jeep Elite et inversement. Un Edwin Jackson sur lequel beaucoup de monde est tombé tout au long de l'année. Sa sélection sur le All-Star à un moment avait fait un peu réagir. Malgré tout, sur la Jeep Elite, il était très performant, là où il passait complètement au travers en Euroleague. Donc il y a aussi ça à remettre dans le contexte. Je reviens un peu sur On la n'en a pas dilution encore. des rôles dont parlait Gabriel. C'est vrai que c'est d'autant plus d'actualité à l'ASvel, déjà qu'ils sont 12 pros, et que même en termes de jeu, c'est différent, où il y a moins d'individualité pure qu'il y a à Monaco. Où on pourrait aussi se dire qu'il y a un peu plus de stars, c'est un peu plus dilué, mais c'est quand même pas mal, je trouve, de jeux de duel de rencontre 1, et là où des D-Bost et des Norris Cole ressortent du coup un peu plus pour moi que des joueurs de l'ASvel. Et je reviens du coup pareil toujours sur ce phénomène de dilution un peu. Pour moi, quand on parlait des stats d'Axel Julien, qui sont quand même très, très belles, hein, je les cite, elles sont à 12 points, un peu plus de rebonds et quasiment 6 passes et demi de moyenne. Au final, il s'est un petit peu dilué aussi parce qu'il est en doublette avec David Holston. Comme disait Gabriel, il est dans le start, enfin dans le 5 de départ, un match sur deux. Et du coup, là, c'est un petit peu dilué, même si au final, l'un ne va pas sans l'autre. Du coup, vu que David Holston l'a eu l'année dernière, Axel Julien le mérite tout autant pour moi. Et on Ouais, parle c'est ça. de. Vas-y. Parce que dans les commentaires, il y a Cédric justement qui disait Axel Julien hyper important dans le collectif humilé de Dijon. Donc Axel Julien, Boris, pour toi, peut-être MVP aussi. Moi, c'était pas mon choix, encore une fois, mais c'est pas du tout quelque chose qui me choque, hein. Et honnêtement, je trouve ça aussi intéressant qu'un joueur français puisse prétendre à ce genre de titre depuis qu'il est unifié, depuis quelques années. Euh, ça faisait, euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un joueur français en aussi bonne posture. On a Donc, eu Paul Lacombe quand même l'année dernière. Pour moi, Paul Lacombe l'année dernière, il méritait autant qu'Holston. Après, c'est parce que c'était le meilleur joueur de la meilleure équipe et qu'il avait vraiment fait une saison régulière. Mais Julien se rapproche un peu de ça. C'est même, je pense en évaluation, Lacombe devait être à 15-16. Donc voilà, en étant titulaire cette fois. mais du coup, ça me choque pas, Axel Julien, et c'est plutôt intéressant en termes de dynamique par rapport à l'impact des joueurs français sur des équipes de haut de tableau, justement. Donc voilà, ça aurait pas été mon choix, mais ça fait sens. Mhm. Donc, si on refait un tour de table un petit peu après ces débats qu'on a eus, le MVP de Jeep Elite, pour vous, la balance, à la balance penche de quel côté pour vous, Gabriel? Alors, si on devait faire un classement pur et simple, moi je mettrais numéro 1 Axel Julien, numéro 2 Norris Cole avec l'avantage peut-être de la dynamique sur la fin de saison et Monaco a quand même fini, ils avaient le même bilan, mais Monaco a quand même battu 2 fois Dijon en championnat, parce que je ne prends pas évidemment en compte la Leaders Cup. Voilà, même si Dijon a prouvé que c'était une équipe qui pouvait gagner aussi la Leaders Cup et que ça montre qu'ils sont pas juste peuvent pas juste faire un gros run en saison régulière comme ils l'ont fait. Je crois qu'ils ont eu une série extraordinaire. Voilà, donc je mettrai Axel Julien en 1, Norris Cole en 2 et Chris Horton, quand même, qui a vraiment fait une grosse saison dans une bonne équipe, une équipe solide en 3. Boris, pour toi, c'est Moi, du toujours coup, ouais, du coup, ce serait plutôt Horton 1, Julien 2, Norris Cole 3. Et après, je vais laisser Vincent répondre, mais il y a un autre qui a suscité peu de votes dont j'aimerais bien parler. Du coup, Vincent, je te vas-y. laisse parler juste après. Du coup, moi, Axel Julien en 1, D-Bost en 2 plutôt que Norris Cole parce que je trouve que c'est un joueur qui a quand même pas mal d'impact sur l'équipe de Monaco
Et que je me répète, Norris Cole a joué que 17 matchs. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir une dizaine, enfin peut-être pas une dizaine, mais au moins quelques matchs de plus, qu'on se rapproche du même nombre de matchs que les autres. Évidemment, c'est plus facile d'avoir des moyennes un peu plus hautes avec moins de matchs joués pour un joueur de cette trempe-là. Donc voilà pourquoi je mets Dubost ici, parce qu'en plus pour moi il faut, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des joueurs des meilleures équipes. Et puis en 3, Chris Horton, parce qu'il est quand même une des raisons, on en reviendra plus tard peut-être sur un autre trophée, mais il est une des raisons clairement de la 6e place de Cholet, de la très très belle saison de Cholet, et que statistiquement il est dominant. Il sera toujours un GPI la saison prochaine, mais bon, ça sera plus dans quelques semaines, je pense. Et Boris, si vous voulez parler d'un joueur. Ouais, il y a un joueur. Alors, moi, je suis plutôt raccord avec les votes, hein, sur son cas, mais j'ai été surpris que Vitaly Chikoko reçoive aussi peu de suffrages, parce qu'on en a beaucoup parlé cette saison. Et pour le coup, il combine, entre guillemets, le fait d'avoir des productions statistiques élevées dans une équipe qui joue le haut de tableau et qui a longtemps été dans le top 2-3, avant d'être un petit peu décroché. Donc dans le cas de Boulogne-le-Valois. Et effectivement, je suis assez surpris du peu de suffrage. Et je trouve que pour le coup, je suis plutôt aligné avec les lecteurs, parce que Shikoko, il a cette tendance à alterner le très bon et le parfois Passif. fantomatique. Ouais, avec le passif, pas fantomatique. C'est plutôt ouais, ça. Mais Shikoko, des fois, je l'ai vu notamment sur des matchs. Je peux plutôt prendre un exemple où il était à Pau, pour revenir sur son cas, où il était beaucoup trappé, il se faisait beaucoup taper dessus, il éloigné du cercle. Il sortait de sa zone de confort. Quand il est dans sa zone de confort, il est intouchable. Vraiment, quand il est dans des duels en 1 contre 1, il a vraiment son toucher de balle là, sur la main gauche qui est exceptionnel. Il a ses petits tirs crochés, il peut tirer à distance. Quand il se fait taper dessus, qu'il se fait trapper, il peut sortir de son match comme ça et pas forcément se faire violence. Donc, c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais bien le voir évoluer sur les saisons prochaines. Et en parlant des Metropolitans 92, je pense qu'il y a un joueur aussi qui est complètement descendu dans la hiérarchie sur les 3 derniers mois et qui était pourtant peut-être le favori jusqu'à début décembre. C'était Brian T. Weber, qui avait fait un début de saison exceptionnel. Il mettait vraiment un enthousiasme unique, on va dire. Il défendait, il mettait le curseur défensif super haut, il noircissait tous les lignes de statistiques. Le Valois était dans les équipes invaincues. Puis après, il a vraiment eu une période plus difficile. Le Valois a perdu des matchs, s'est fait notamment vraiment dominer par Dibost sur le match à Monaco. Sur le match retour, en revanche, il avait pris sa revanche, l'équipe aussi. Mais voilà, après, on l'a vu, je viens de dire qu'on ne prenait pas en compte la Leaders Cup, mais il était en grosse difficulté à la Leaders Cup. Donc, voilà, c'est peut-être qu'il aurait pu remonter la pente à la fin, mais au début, c'était pour moi le joueur qui, juste en décembre, était quasiment numéro 1 de ce classement. Tu parles de la Leaders Cup, Il a pour moi, fait. c'est aussi une donnée à prendre en compte, c'est la compète, parce que c'est là étant donné qu'on n'a pas eu de saison complète, qu'on n'a pas eu de playoff, même si le MVP, souvent, c'est de la saison régulière, enfin, on les lit sur la saison régulière et non pas sur les playoffs. Mais au final, c'est quasiment la seule compétition où on peut voir les 8 équipes. Et comme tu l'as dit, en plus, à la différence des autres années, on peut avoir 8 équipes en Leaders Cup et qui étaient renouvelées à 50% par rapport aux équipes qui allaient en playoff. C'est vrai que là, dans les 8 qui étaient à Leaders Cup, on allait certainement en avoir quasiment les 6, au moins 6 en playoff. C'est-à-dire qu'il y avait les meilleures équipes du début de saison et de la saison, ou même plus globalement. Et que là, Brent Weber, il a été fantomatique, comme on disait tout à l'heure. Il n'a pas été au niveau de son début de saison. Et tu l'as même très bien dit, Gabriel, depuis 3 mois, il est complètement descendu dans la hiérarchie. Ouais, même Rob Gray qui avait fait un gros début de saison, ça a été un petit peu le même cas de figure. A contrario, on a vu sur la deuxième partie de saison que, alors on va pas faire un débat sur Metropolitans, mais par exemple l'influence de David Michino était vraiment en train de monter en flèche. Il avait pris un peu pas l'ascendant, mais disons que on le voyait beaucoup sur les matchs, plus qu'un Rob Gray par exemple, qui est un joueur très adroit, mais qui s'est passé dans d'autres contextes. Donc la hiérarchie, il me semble que elle était plus basculée à l'intérieur avec Shikoko qui était la pièce maîtresse à l'intérieur et Michino qui, avec son impact athlétique, sa vitesse, sa défense, il était assez incroyable par moment.
Donc voilà, messieurs, le premier trophée du coup touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour conclure sur le MVP de JPD pour la Moi, saison 2019? moi, j'ai une question pour toi, Théo. Tu nous as pas dit qui tu voyais en MVP, mais bon, on l'imagine un petit peu. Bah, Dis-nous. moi, c'est forcément le choix du cœur. C'est pas très neutre, mais c'est Chris Horton. Chris Horton, il a vraiment fait du bien au Cholet. Et dans le comportement aussi, c'est ce que je veux dire. Il est vraiment intéressant parce que il y a toujours une erreur, il y a toujours ça qu'il a mal fait. Il se remet toujours en question. Vraiment, c'est quelqu'un de très très humble dans le vestiaire. Vraiment, c'est ce que j'ai eu la chance plusieurs fois. Et vraiment, oui, euh, quand on l'interroge en fait sur son match, ce qui va ressortir en premier, c'est ses erreurs. Genre, j'ai loupé un lancer franc, tout ça. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc, pour ça, voilà. Et le choix du cœur, voilà, Cholet Basket. Par rapport au sondage, juste pour finir, il y a 3 joueurs qu'on avait mis dans le sondage. Alors, on allait assez large dans les choix. Bon, il y a Michael Stockton aussi de Cholet qui, je pense, dans l'axe 1-5 de Cholet était très, très important. Après, on a mis un joueur de Hazel qui était dans les 3 premiers. Dans la matière de régularité, d'impact, on a mis Olivier Blanchard qui a aussi la meilleure évaluation, je crois, de Hazel avec 12-7. Vraiment qui a fait une saison complète. Puis après, il y a 2 autres joueurs, plus un arrière 1, celui de Bourg-en-Bresse, Danilo Andjic, qui a vraiment fait quelques cartons. Après, on le connaît, ce joueur, c'est une propension à prendre beaucoup, beaucoup de tirs. Il y a des jours où vraiment il est intenable, il est très chaud. Voilà. Après, il y a des jours où c'est plus compliqué et ses coéquipiers peuvent parfois se plaindre qu'il manque un peu d'être servi. Et le dernier, c'est Isaiah Cordigné qui était vraiment très responsabilisé à Nanterre et qui a eu un impact vraiment important. Et je pense qu'avant, il avait la propension, Isaiah, à être pas tout, à faire des up and down, avoir vraiment des montagnes russes. Et là, avec son rôle à Nanterre, c'était très rare qu'il passe au travers sur un match, surtout sur la mesure sur les dernières semaines, où il a vraiment été énorme. Lui aussi, on aurait pu peut-être le voir un peu plus haut. On aurait pu en parler plus s'il restait 9 journées parce qu'il était vraiment lancé, quoi. Après, on va en reparler, je crois, d'Isaiah Cordigné dans une autre vidéo. Il faut dire que Nanterre n'a pas non plus connu une saison de tout repos avec une entame notamment qui a été, après de très beaux espoirs sur un ou deux matchs avec des cartons assez impressionnants. Il y a eu des phases de creux, l'intégration compliquée du Swendoy, etc. Et donc l'équipe, par rapport au talent qu'elle affichait, n'a pas forcément eu toujours les résultats qu'on pouvait espérer d'elle. Et ça a peut-être un petit peu coûté à Cordigné, justement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour conclure? Parce qu'on va arriver autour de 25 minutes passées. Je pense que Non, c'est c'est bon. assez complet pour moi. Ça roule. Bon, ben voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt pour d'autres aventures. Ça Ciao. marche. Allez, on se retrouve vite, les gars. Salut! Allez, ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.